Je vais vous parler un peu des résultats de l'étude BMR Stud qui se déroule depuis 2 ans maintenant. Donc pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, les Suédois ont publié un papier qui m'a intéressé. Ils ont inclus une centaine d'étudiants en médecine, et, enfin pas que médecine, des étudiants en santé qui faisaient des stages à l'étranger pour des destinations tropicales. Et ils ont screené les BLSE et les bactéries productrices de carbapénémase. Voilà. Donc ils ont observé un taux de diarrhée assez élevé, 70%, une consommation d'antibiotiques de 20%, et puis quand ils ont regardé les BLSE, il y avait environ 7% avant de partir, et beaucoup plus au retour, donc de l'ordre de 36% au retour, essentiellement du coli. Pas de carbapénémase. Facteur de risque, voyage en Asie du Sud-Est, consommation d'antibiotiques, classique. Donc, on s'est dit, on voit pas mal d'étudiants en médecine au centre de vaccination, des étudiants qui partent en stage à l'étranger. Donc, pourquoi pas regarder chez les nôtres si on a le même genre de résultats ou pas. Donc, les objectifs de l'étude, c'était de faire un peu pareil, c'est-à-dire de décrire, mais de manière plus large, les événements cliniques pendant le séjour, de rechercher les bactéries résistantes, mais aussi de voir le portage de pathogènes, de bactéries et de virus potentiellement pathogènes par PCR, et puis de faire une analyse de facteurs de risque avec un design classique, donc une étude sur l'IHU essentiellement, avec un design prospectif, une cohorte, et une étude avant de partir, après le retour. Et ce qu'on a ajouté là, par rapport aux Suédois, c'est un prélèvement à 6 mois après le retour, 6 mois après le retour, pour ceux qui étaient positifs, ceux qui ramenaient une BMR, pour voir un peu la persistance ou pas de ce portage. Donc on les a inclus au CVI quand ils viennent pour leur vaccination. Donc c'est simple, on leur fait signer le consentement, on leur donne, on fait un petit questionnaire d'inclusion assez rapide, et ensuite on leur donne le matériel de prélèvement et les questionnaires, et c'est fini. Ils s'en vont, et pour nous c'est terminé, et tout seuls comme des grands, une semaine avant de partir, ils remplissent leur auto-questionnaire, qui est assez succinct, juste voir s'ils ont pris des antibiotiques avant le prélèvement. Ils font les auto-prélèvements, et ils font la même chose dans la semaine qui suit leur retour de stage. Et l'intérêt, c'est qu'ils peuvent rapporter le matériel de prélèvement et les questionnaires au labo de l'IHU, qui est un peu comme une épicerie arabe, c'est ouvert tout le temps, donc c'est pratique, ça permet de déposer les prélèvements quand on veut, le week-end, la nuit, après les stages, quand ils veulent. Donc les autoprélèvements, donc on leur a montré avant comment faire, mais ce sont des étudiants en médecine, ils ont quelques notions, donc ils se sont prélevés tout seuls le nez, le pharynx devant un miroir, le rectum, le vagin pour les filles évidemment, et puis le dessous du bras, l'aisselle. Pour rechercher les bactéries, donc on l'a fait en utilisant le protocole qui est utilisé pour les patients qui ont été hospitalisés à l'étranger. Donc c'est des cultures sur des milieux sélectifs qui permettent de mettre en évidence les SARM, les BLSE, les acinétos résistants à l'imipénème, etc. Donc il y a 5 milieux de culture différents. Ensuite, c'est l'identification classique par Malditoff, antibiogramme, quand il y a une bactérie, quand il y a un isolat qui pousse. Donc, on a inclus pour l'instant sur 2 ans 223 étudiants. Ils sont tout jeunes, 21 ans de moyenne d'âge. Ce sont des filles pour la plupart. On a 2 populations. Les plus jeunes, ce sont les étudiants de 2e année d'une association qui s'appelle EMACI et qui fait plutôt de l'humanitaire. Ils envoient les étudiants en stage humanitaire, un peu tourisme, mélange humanitaire-tourisme. Et puis on a des externes de 4e année qui, eux, vont en stage hospitalier avec la fac. Ils sont tous français, quasiment. Voilà un peu les répartitions. Donc on en a pas mal en Asie du Sud-Est, pas mal en Inde aussi, beaucoup en Amérique du Sud, quelques-uns, enfin beaucoup, mais sur peu de destinations en Afrique, puis quelques égarés en Europe, aux États-Unis. Donc une diversité de destinations qui est assez intéressante. Si on regarde ça par continent, donc le plus nombreux c'est l'Asie du Sud-Est et l'Inde. L'Asie du Sud c'est l'Inde en l'occurrence.
Après, il y a l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et vous voyez les pays où il y a eu le plus de voyages, c'est le Vietnam, l'Inde, Madagascar, et puis après, derrière, on a Pérou, Sénégal, Cambodge. Donc, un ou deux exemples de destinations. Donc, on a toujours quelques externes, mais un peu dispersés, je dirais 2-3 externes par-ci, par-là. Et surtout, on a des groupes d'étudiants MASI qui partent ensemble pour une destination précise. En l'occurrence, là, il y en a eu une vingtaine en 2017 et 31 dans une mission près de Hue, qui consiste à... alors là, ils ont fait un chantier de rénovation d'une école. Ouais, ils font ce genre de choses. Ceux qui sont allés en Inde, donc quelques externes éparpillés, et puis 3 missions MASI, une dans le nord, 2 dans le sud, et là aussi, ce sont des activités soit de chantier de rénovation d'écoles, d'orphelinats, de milieux où il y a des enfants, ou bien des missions de, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, de l'animation, on va dire. Ils s'occupent des petits, ils les font jouer, ils donnent de l'affection, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà, et puis des missions à Madagascar également, toujours un peu le même genre de contexte, des milieux où il y a beaucoup d'enfants. Donc ce qu'ils font pour les MASI, les humanitaires entre guillemets, c'est soit aller dans des orphelinats s'occuper des mômes, soit des chantiers de rénovation d'écoles ou d'autres types de bâtiments, donc ils font de la maçonnerie, du ciment, des choses comme ça. Et puis certains d'entre eux, mais c'est minoritaire, amènent du matériel médical et très peu, finalement, des étudiants MASI ont une activité de soins. Quelques-uns sont allés en dispensaire, c'est tout. Par contre, les externes, évidemment, vont à l'hôpital faire un stage. Vous voyez, les stages les plus choisis, c'est chirurgie générale, uro, cardio, un peu de maladies infectieuses, pédiatrie, et puis après, c'est très dispersé. Après. Souvent, ils font plusieurs stages, d'ailleurs, dans les 2 mois de séjour. On leur a demandé d'évaluer un peu les conditions d'hébergement. Donc, 23% ont dit bah, c'est bien, c'est très propre. 40% ont dit ça peut aller. Et puis les autres ont dit que c'était vraiment basique, voire que ça craignait quand même pas mal. Truc important, 82% ont dit avoir des contacts rapprochés avec des enfants pendant leur séjour, ce qui n'est pas étonnant vu les missions. Et puis aussi 65% ont dit avoir des contacts fréquents avec les animaux. Malheureusement, on n'aura pas demandé lesquels, ça faudra qu'on le fasse les années prochaines. Les événements cliniques, donc on a demandé systématiquement respiratoire, gastro-intestinal et problèmes cutanés. Donc 35% ont eu au moins un problème respiratoire, essentiellement des signes ORL, rhinite, mal de gorge, toux, pas trop de fièvre, 9%, peu de consommation d'antibiotiques, sont raisonnables, un seul cas d'hospitalisation et peu de symptômes persistants au retour. Pour les symptômes gastro, c'est plus spectaculaire. On a 74% qui ont présenté au moins un symptôme, et ce sont principalement des signes de gastro-entérite, donc diarrhée avec douleur abdominale, nausées, vomissements, et plus surprenant, enfin pour moi en tout cas, quand même 28% qui se plaignent de constipation, ce qui n'est pas forcément classique pour les symptômes gastro-intestinaux en zone tropicale. Pareil, peu de consommation d'antibiotiques, un seul hospitalisé et peu de persistance au retour. À part ça, quelques cas d'infection cutanée, de symptômes d'infection cutanée, et 4%, un peu plus de 4% des filles qui ont décrit des symptômes de vaginite. Dans l'ensemble, tous motifs confondus, 11% ont pris un antibiotique pendant leur séjour pour un problème infectieux. On met à part ceux qui étaient sous doxy à visée anti-PLUDM. On a regardé un peu les facteurs de risque pour ces symptômes, donc on a testé tout ce qui pouvait avoir un peu de sens, être associé à cela. Les seuls qui sortent, c'est l'activité de rénovation d'école, avec un nœud de ratio à 3,5, et puis ceux qui disent avoir été hébergés dans des conditions précaires, enfin un peu sales, avec un nœud de ratio à 2,2. Tout le reste n'a aucune influence sur les signes respiratoires. Pour les signes digestifs, eh bien, ça ressemble un peu, c'est-à-dire qu'on trouve aussi la rénovation de l'école, qui est un facteur de risque pour les diarrhées. Et puis, bon, pas trop surprenant, la destination vers l'Inde du Sud, avec un nœud de ratio à 4,4, qui est quand même assez significatif. Le reste n'agit pas.
Alors ensuite, ça c'est les résultats de portage de BMR. Donc avant de partir, il y avait une prévalence de 7,6% des étudiants qui étaient porteurs. Et après le séjour, on passe à 35,4%, donc c'est multiplié par 5, ce qui correspond d'ailleurs à peu près à l'étude des Suédois. Donc les sites de prélèvement qui sont positifs, c'est essentiellement les prélèvements rectaux, un peu vaginaux également, le reste étant très anecdotique. D'ailleurs, on a arrêté de tester la peau parce que c'est pas rentable. Pas de staphylo, pas de SERM sur la peau. Ensuite, si on regarde quel type de bactéries ont poussé, c'est essentiellement des BLSE. Et si on regarde le bleu clair, donc au retour, ce sont principalement des colis et puis une Klebsiella toute seule. Mais on a quand même 4 cas de bactéries porteuses qui sécrètent des carbapénémases, pareil des pathogènes digestifs. Alors on a regardé un peu les antibiogrammes qui étaient positifs au retour, et on a, en dehors des résistances au bêta-lactam, on a pas mal de co-résistances, de résistances associées, notamment à la doxy, 71% quand même, Bactrim 66%, la cipro aussi, 43% de résistance, Ginta, et puis plus anecdotique, piperacilline, tazo et la phospho, moins fréquent. Donc on a fait là aussi une étude de facteurs de risque pour voir ce qui pouvait conditionner ce portage de bactéries au retour. Alors je vous ai mis en vert les trucs classiques auxquels on aurait pu s'attendre qui finalement sont négatifs. Donc la diarrhée n'apparaît pas comme un facteur de risque dans cette étude. La consommation d'antibiotiques non plus, mais bon, il n'y a que 11% qui en ont consommé, c'est pas beaucoup. Et les activités de soins ne représentent pas un facteur de risque. Donc l'exposition au milieu hospitalier aux patients n'est pas un facteur de risque d'acquisition de BLSE. Par contre, et c'est plus surprenant et pas décrit, à ma connaissance, le contact avec les enfants, donc 4,5 fois plus de risque d'avoir une BLSE, et le contact avec les animaux aussi, 3,8 l'odd ratio. Et puis, plus attendu, les destinations d'Asie du Sud-Est ou de l'Inde, du Nord comme du Sud, avec des odd ratios de l'ordre de 3, 4, 5, et le Cambodge, là c'est le record, un odd ratio à 18 par rapport aux autres destinations. Donc 6 mois après pour les positifs, donc on avait 79 étudiants positifs au retour, on en a rattrapé 63, les autres ont été perdus de vue. Il y avait encore 22% des positifs au retour qui l'étaient encore à 6 mois, essentiellement des colis, des BLSE. Et on a comparé, alors c'est pas très fiable évidemment, mais si on compare les antibiogrammes au retour et à 6 mois, eh bien certains sont strictement identiques, d'autres sont très similaires, c'est-à-dire une variation de sensible à intermédiaire ou intermédiaire à résistant. Pour la plupart, il n'y en avait que 4 qui étaient franchement différents. Bon, évidemment, il faut faire de la biologie moléculaire pour comparer de manière pertinente, mais ça donne un peu une idée. Donc les points à retenir, à mon avis, de ces résultats préliminaires, c'est que, bon, on a une forte prévalence de symptômes digestifs, bon, c'est relativement attendu, mais aussi de signes d'infection respiratoire haute, quelques cas de vaginite. On a évidemment une acquisition significative de BLSE, c'est exactement les mêmes chiffres que les étudiants suédois, c'est strictement superposable, mais on a trouvé des carbapénémases alors qu'eux n'en avaient pas. On retrouve les facteurs de risque géographiques, le contact avec les enfants, les animaux, alors que les facteurs classiques de risque ne sont pas retrouvés, notamment diarrhée, antibiotiques, et l'exposition au milieu hospitalier n'est pas un facteur. Voilà. Quelques autres résultats avant d'arrêter. On a recherché donc des pathogènes potentiels par PCR sur les sites de prélèvement. Voilà ce qu'on trouve comme acquisition de pathogènes digestifs. C'est pas mal quand même. Campylobacter, qui n'est pas un truc qui court vraiment les rues, on a 4,3% d'acquisition, 3% de salmonelle non typée, 3% de Shigella aussi. Évidemment, beaucoup d'acquisition de colis,
essentiellement des entéropathogènes et des entéroagrégatifs, et puis quelques giardia aussi, dont un cas qui m'a donné du fil à retordre à traiter, il était résistant, j'ai dû utiliser 3-4 traitements différents avant d'y arriver. Les pathogènes respiratoires, bon, on a l'acquisition de rhinovirus corona de l'ordre de 5-7%, c'est pas énorme par rapport à d'autres contextes. Et puis un peu de staph, un peu de pneumocoque, 15% d'hémophilus, mais avec des taux de portage qui sont super élevés avant-après, vous voyez, de l'ordre de 65%. Et puis un peu de Klebsiella, 12%. Enfin, les pathogènes, entre guillemets, vaginaux. Donc on a une acquisition de 14% d'atopobium et de 4% de Gardnerella, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de regarder celles qui ont une quantité suffisante pour définir une vaginose, une dysbiose, et on a donc 4,4% des filles qui ont acquis une dysbiose pendant leur séjour. Je crois qu'on n'a jamais recherché ça chez les voyageuses jusqu'à présent. Voilà, donc ce qu'on va faire encore, c'est pas fini. On va caractériser les gènes de résistance sur les isolats positifs, éventuellement séquencer pour voir, bon, d'abord mieux comprendre les mécanismes de résistance et voir si la persistance de portage est une réalité ou une nouvelle acquisition en France. On va faire une analyse de facteurs de risque pour le portage de pathogènes. Et puis, éventuellement, il faut qu'on en discute, faire du microbiote, puisqu'on a pas mal de prélèvements, du microbiote digestif, mais aussi vaginal. Je pense que ça peut présenter de l'intérêt. Voilà, et on a la campagne 2019 qui est en cours, les inclusions ont commencé, et je vous raconterai la suite plus tard. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.